Bienvenue dans le Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'est pas manager, on le devient. Alors chaque semaine, on va partir à la rencontre d'un manager différent et de sa problématique. Dans ce podcast, nous allons l'aider à analyser différemment sa situation, à trouver les bons outils pour passer à l'action. Les concepts de management sont déjà très vastes, nous on va essayer de se focaliser sur quelques outils très pratiques pour le manager. Dans le Coup de Bigot, on a choisi de partir de vos situations managériales, de vos cas concrets. Mon pari, c'est que vous puissiez réutiliser dans votre quotidien managérial tous les outils et toutes les situations qu'on aura vues ensemble. Je suis Yannick Bigot, je suis sociologue de formation et j'accompagne les dirigeants de TPE et de PME depuis plus de 20 ans sur leurs problématiques managériales. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Coup de Bigot dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir Delphine Musset. Bonjour. Bonjour Delphine, ça va bien ? Ça va. Bien installé ? Ça va. Les sièges sont confortables, donc Super. ça va. Génial. Delphine, tu es manager à l'intérieur de Exetera, qui est un bureau d'études. Exactement. En gros, votre métier, c'est étudier les structures, vérifier la solidité d'un certain nombre de bâtiments. C'est assez rassurant que vous fassiez ce job-là. Et vous pilotez un certain nombre de projets de construction de gros bâtiments, d'immeubles, etc. C'est ça ? C'est exactement ça. En fait, chez Exetera, on fait de la maîtrise d'œuvre de conception et de la maîtrise d'œuvre d'exécution. Donc, en fait, on manage un projet, on fait du management de projet du début jusqu'à la fin. Donc, ça passe de la conception aux travaux. Donc voilà, c'est vraiment un métier de communication et où la communication est primordiale. Voilà. Super, très clair. Vous avez donc plusieurs populations. Aujourd'hui, Exetera, vous êtes combien de personnes ? On est 11. Et il y a plusieurs métiers, j'imagine, dans cette activité-là ? Oui, il y a plusieurs métiers. Il y a toute la partie administrative, technique, et il y a la partie travaux où on a des conducts de travaux, eux, qui sont essentiellement sur les chantiers pour manager les projets en gestion de chantier. Et on a aussi tout ce qui est économie de la construction. Donc là, ça va être plus le pilotage en amont sur la phase conception. Très clair. Du coup, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait parler autonomie de collaborateurs, pilotage. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Aujourd'hui, chez nous, on s'est rendu compte que finalement, on laissait pas mal d'autonomie et aux personnes pour les responsabiliser. Mais il y en a qui prenaient beaucoup d'autonomie et en fait ça freinait aussi l'évolution que ce soit de la personne ou du groupe, puisqu'en fait il y avait plus de communication, il y avait une rupture de communication en linéaire et en ascendant et descendant. En gros, si je comprends bien, vous êtes sur du pilotage de projet, donc on imagine il y a un immeuble à construire quelque part. Vous êtes, vous, dans le pilotage de ce projet-là, ça veut dire que vous allez suivre les activités, faire travailler finalement les maçons, enfin toutes les entreprises du bâtiment, vérifier qu'ils délivrent le bon niveau de qualité dans les bons délais jusqu'à la livraison de l'immeuble. C'est ça. Ok. Donc si je comprends ça, ça veut dire quoi un collaborateur ? Donc on peut imaginer que du coup, le conducteur de travaux, celui que tu as appelé le conduc, c'est ça ? Ouais, le conduc. Ok. Globalement, lui, son job, c'est de piloter tous ces gens-là. Oui. Comment est-ce qu'il peut prendre ça paraît intrinsèque à son métier, qu'il soit finalement en autonomie entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que sa prise d'autonomie peut être un problème ? C'est tout le sujet en fait de la prise d'autonomie, c'est la prise d'autonomie, mais aussi les enjeux qui sont les nôtres de la société et aussi répondre aux attentes du client. Des fois, le collaborateur peut prendre de l'autonomie, mais ne peut ne pas répondre aux demandes du collaborateur, du client, pardon. Ça veut dire quoi ? Il y a des attendus. Il y a des éléments contractuels et des attendus du client et on répond pas forcément à tous les éléments que le client nous demande. Alors après, je dis pas qu'il y a pas des clients qui font aussi du zèle et qui demandent plus que ce qu'il faut. Ça arrive. Mais en règle générale, on l'apprend un peu tard. C'est-à-dire que soit les entreprises nous appellent quand ça se passe mal sur un chantier avec un de nos collaborateurs, ou aussi c'est le client qui nous appelle en disant le niveau de finition attendu ou la qualité du projet n'est pas celle qu'on espérait et donc on vous demande d'intervenir. Ok, si je résume pour être sûr d'avoir compris et pour les gens qui nous écoutent, en gros on est en train de dire que vous allez constater finalement assez tardivement, a posteriori,
dans typiquement des niveaux de finition ou des niveaux de qualité, que au moment où il aurait fallu prendre des arbitrages, le collaborateur qui conduit le chantier a pris des décisions lui-même ou a pas insisté ou a pas formulé certaines demandes sans se concerter avec vous, et au final on peut pas vraiment revenir en arrière, ou en tout cas on peut faire des modifications mais qui induiront des coûts très importants. C'est ça qu'on est en train de se dire ? Ça peut être ça, et ça peut être aussi des gestions de planning. Des plannings qui sont pas respectés, avec une date de livraison de logement, et au final, ou une date de livraison qui se retrouve retardée de 15 jours, 3 semaines. Sauf que derrière, il y a des engagements, il y a des enjeux financiers pour le client, et auquel cas, il peut pas décaler ses livraisons comme ça. Parce que lui, derrière aussi, a des clients, et donc il faut comprendre en fait l'enjeu de tout le monde dans ce genre de cas. Très clair. Donc du coup, on est à mi-chemin entre de la prise d'autonomie et une partie de non-qualité, ou en tout cas de désalignement sur le niveau de qualité qu'on doit délivrer quand même. Exactement. On est sur les valeurs de l'entreprise, sur en tout cas le niveau attendu et le niveau attendu nous par l'entreprise. C'est exactement ça, ouais. Ok, donc on est un peu à mi-chemin entre les deux. Oui. Donc ce que je te propose, c'est de traiter deux sous-sujets là-dedans. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Un sujet autour des leviers de motivation et des profils de personnalité, peut-être, de se dire on n'est pas tous égaux devant le besoin d'autonomie qu'est le nôtre. Je pense que c'est un bon sujet à regarder. Et le deuxième, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait du feedback à un collaborateur et qu'on suit finalement le niveau de feedback qui est à mi-chemin entre feedback et délégation finalement. C'est un cas un peu complexe. Ouais. Hein. Tu m'obliges à aller chercher plein de trucs là. Ok. Donc, premier axe dont on peut discuter, c'est la logique de levier de motivation. Plus que de profil de personnalité, puisqu'en fait, on parle souvent de profil de personnalité avec des questionnaires comme Insight, comme le DISC, etc., avec les verts, rouge, jaune, bleu, sachant qu'on est tous multicolores. Il n'y a pas forcément un profil dans lequel le besoin d'autonomie va ressortir, entre guillemets, plus que les autres. Par contre, ce qu'on peut aller regarder, c'est vraiment les leviers de motivation. Donc, moi, j'aime beaucoup aller regarder un outil qui est de Pierre Morin, qui essaye de qualifier un individu comme étant un équilibriste entre sa contribution et sa rétribution. Et dans Pierre Morin, on regarde que la rétribution, ça s'analyse par l'acronyme CARES. Alors, comme une caresse. Donc, je fais le dessin en même temps, C-A-R-E-S, et on peut mettre finalement une espèce de diagramme qui permet de dire en face de chaque lettre, on pourrait presque mettre un niveau de 1 à 10, même si c'est pas très important, et finalement de dire qu'est-ce qui est important pour le collaborateur. Le C, c'est pour le contenu de mon travail qui est important. Le A, c'est pour autonomie, de dire finalement, moi j'aime beaucoup l'autonomie. Le R, c'est de responsabilité. Le E, c'est de équipe finalement, ou de employeur, c'est les gens avec lesquels je bosse. Et le S, on pourrait dire, c'est le S de salaire. Oui. C'est un modèle finalement assez simple. Je mets pas volontairement de graduation, puisque l'idée, c'est pas d'avoir un chiffre extrêmement précis, c'est de réussir à avoir un échange avec le collaborateur pour mesurer ce que sont ses leviers de motivation à lui, et de dire finalement qu'est-ce qui compte pour lui. Donc il y a des gens qui vont nous dire le contenu de mon travail c'est hyper important pour moi, mais il faut arriver à creuser avec lui, mais qu'est-ce qui est important dans ce contenu? Est-ce que c'est les tâches que je réalise? Est-ce que c'est la diversité de ce que je fais au quotidien, etc. Donc on peut imaginer que il y a des gens qui sont très hauts en disant moi ce que je fais compte beaucoup, et d'autres qui disent j'en ai vu dans des grandes entreprises qui disaient finalement moi je peux passer d'un job à l'autre, le contenu de ce que je fais au quotidien est pas très important. Par contre, ce qui compte, c'est la marque pour laquelle je bosse, en fait. Les deux leviers, donc je vais passer rapidement sur équipe et sur salaire. Équipe, c'est les gens avec lesquels je travaille, mon manager, etc. Il y a des gens pour qui c'est plus ou moins important. Et puis salaire, on a souvent les gens se positionnent plutôt au milieu en disant finalement, la rémunération, c'est un élément qui est important dans ma vie, mais c'est pas un élément qui est primordial. Les deux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est vraiment autonomie et responsabilité. Dans autonomie, on va avoir vraiment, est-ce que j'ai besoin d'avoir de l'autonomie au quotidien, une liberté dans mon organisation de travail? Et souvent, les gens vont dire, j'ai besoin d'autonomie typiquement sur mes horaires, sur le choix de mes jours, le télétravail, etc. Le profil que tu es en train de décrire, il est possible qu'effectivement, il soit assez élevé dans la zone autour de l'autonomie, de dire j'ai besoin, c'est un levier de motivation pour moi d'avoir de l'autonomie. Et puis le levier de responsabilité, c'est plutôt finalement, j'aime bien résoudre des problèmes, j'aime avoir le poids entre guillemets des difficultés sur les épaules, de faire face aux situations difficiles. Je me sens finalement j'allais dire presque vivant dans ces moments-là. Donc, il est possible qu'effectivement, le collaborateur dont on est en train de parler, il soit aussi potentiellement assez élevé de ce côté-là. Les collaborateurs qui font ça. Et c'est logique par rapport à leur métier, parce qu'ils sont effectivement très en autonomie. Le risque, le danger finalement, c'est que cette autonomie-là,
et cette responsabilité-là qu'ils aiment endosser aille presque un cran trop loin. Et là, ce que tu décris, c'est que finalement, le niveau de qualité qu'ils délivrent est peut-être pas exactement le bon. On y reviendra juste après, mais le premier exercice probablement à faire avec eux, c'est de mesurer ce que sont leurs leviers de motivation à eux, et de se dire, finalement, si je ne réponds pas à ça, quel est mon risque? Et de bien réussir à identifier de quelle nature d'autonomie ils ont besoin et de quelle nature de responsabilité ils ont besoin. Et il est tout à fait possible qu'on leur dise, en fait, tu veux de l'autonomie sur l'organisation de ton temps de travail, etc. Mais par contre, sur la responsabilité, il y a des décisions qu'on va discuter finalement ensemble, et peut-être que c'est un problème pour eux, et peut-être que ça l'est pas. Donc ça mérite en tout cas une discussion avec eux sur ce sujet-là. Tout à fait. Ça, c'est pas mal. Ça te parle, ça? Ouais, ça me parle. Ça me parle, et puis je me dis que peut-être aussi nous, en tant que manager, on se dit peut-être qu'ils sont autonomes, donc ils sont responsables, mais peut-être que finalement, ils ont pas forcément, eux, dans leur tête, la responsabilité. Et donc, tu vois, ça peut être aussi... là, on se dit qu'il a autant de responsabilité que d'autonomie dans son diagramme, mais peut-être qu'au final, la responsabilité, elle est moindre, et au final, c'est ça qui fait aussi que ça peut basculer. C'est tout à fait possible que tu sois face à un profil de collaborateur qui va dire j'ai un niveau d'autonomie qui est très élevé, on pourrait le schématiser par une croix, un truc comme ça, et qui finalement a pas vraiment envie d'assumer les responsabilités qui sont derrière. Donc c'est important d'identifier ça en amont avec le collaborateur, y compris dès que je le recrute, comment est-ce qu'effectivement je suis capable de dire voilà le niveau d'autonomie dont il a besoin pour être motivé, et on dit pas c'est l'autonomie qui est la sienne, est-ce que c'est quelqu'un qui est autonome ou pas, c'est le niveau d'autonomie dont il a besoin pour être motivé lui au quotidien, et le niveau de responsabilité dont il a besoin, et de bien se mettre d'accord sur les limites de ce sur quoi il peut décider, de ce sur quoi il peut pas décider. Tout à fait. Poser un cadre. Exactement. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, quand même, de ce que tu décris, c'est pas que autour de j'ai un profil de collaborateur qui a besoin d'autonomie pour être motivé, ok, mais il y a une partie de son travail qui est finalement de la non-conformité. Parce que typiquement, dans ce que tu es en train de dire, on se rend compte a posteriori que certains choix qu'il a fait induisent des surcoûts, qu'il n'a pas forcément exigé le bon niveau de qualité qui allait bien. Et pour ça, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que quelqu'un lui dit, est-ce que quelqu'un suit, et est-ce que finalement on lui fait régulièrement du feedback? C'est toute la question du feedback, justement. Est-ce qu'on le fait bien ou pas? Parce que, j'ai pu constater notamment sur le feedback positif et le feedback négatif, on en a souvent parlé ensemble. Le feedback positif, il est bien, mais si tu utilises le mais après derrière, ça casse un peu le feedback. Donc peut-être que aussi en tant que management, on n'a pas forcément bien appréhendé ce sujet-là et pas bien entre guillemets appliqué les éléments. Il n'en est pas moins que les qualités, le rendu qualitatif, les choses ont été redites et re-redites à de nombreuses reprises et ne sont toujours pas prises en compte. Donc au bout d'un moment, ça commence à être fatigant et pour le collaborateur et aussi pour les managers, parce qu'en fait on se dit est-ce que c'est un problème vraiment de communication, où il y a une communication qui ne se fait absolument pas alors qu'on se dit pourtant les choses. C'est vraiment c'est un réel sujet, quoi. On va traiter plusieurs dimensions sur ce truc-là. Le premier sujet, tu parlais de feedback positif et de feedback finalement correctif, de progrès, etc. Alors certains pourraient l'appeler une feedback négatif. Moi, j'ai l'habitude de dire, de reprendre les chiffres d'un certain nombre d'Américains. Honnêtement, je suis pas sûr qu'on ait vu des études passer sur le sujet, mais qui disent en fait, il faut 5 ou 7 feedbacks positifs, en gros, pour pouvoir accepter un feedback négatif. Donc, d'où vient ce truc-là? Ça dit globalement que dans notre cerveau, si effectivement on me dit uniquement ce qui ne fonctionne pas, à un moment, ça m'épuise. Et que par contre, si on me dit régulièrement tout ce qui fonctionne bien, je finis par accepter les feedbacks correctifs ou les feedbacks négatifs parce qu'on a installé finalement cette culture du feedback. Un des sujets, c'est sûrement avec ce profil de collaborateurs qui ont pas mal d'autonomie et qui du coup, il faut effectivement leur laisser de la marge, mais il faut être capable de traiter les points problématiques. Souvent, on a tendance à oublier de leur dire aussi tout ce qui fonctionne bien et du coup de les encourager. L'exemple que je prends, c'est souvent l'exemple du GPS. L'exemple du GPS, ça dit faut que tu imagines s'il n'y avait pas de feedback positif dans la vie d'un collaborateur, c'est comme si sur un GPS, il ne te disait uniquement « faites demi-tour ». Faites demi-tour. Faites demi-tour. Il y a un moment où ça peut devenir effectivement un peu pénible et en tout cas très long de se diriger. Donc, il faut aussi dire à un collaborateur quand il va dans la bonne direction. C'est important et en gros, il faut le faire quand même beaucoup plus souvent que de lui dire quand il va dans la mauvaise direction. On peut imaginer que la plupart des collaborateurs vont plus souvent dans la bonne direction que dans la mauvaise, sinon on aurait quand même vraiment un problème. Heureusement. Voilà. Donc, il faut toujours avoir ce truc-là de dire
c'est parfois difficile de dire à un collaborateur et de le remettre en question sur certains sujets en disant cette action ne fonctionne pas. En tout cas, c'est pas lui qui pose problème. On n'est pas sur du toi, tu es, en tout cas avec le verbe être. On est vraiment sur cette action-là ne fonctionne pas ou le niveau de responsabilité auquel on est exposé est un problème pour nous. Mais on peut lui dire ça à partir du moment où on lui a dit suffisamment souvent qu'il allait dans la bonne direction. Encore une fois, comme un GPS qui te dit vous êtes dans la bonne direction, continuez tout droit. C'est quand même plus facile de se diriger que si quand tu arrives dans un rond-point, on te dit juste faites demi-tour quand tu t'es trompé. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Puis après, il y a la logique du feedback. Alors, souvent, quand on prend ce qu'on appelle la fenêtre de Johari, on a tendance à dire que nous sommes tous une espèce de carré, entre guillemets, dans lequel on a une zone publique. On a 4 zones. Hein. Une zone publique, une zone d'ombre, une zone cachée, et puis une zone inconnue. En gros, la zone publique, c'est ce que moi je sais de moi et ce que les autres savent de moi. Ok, facile. Ça, c'est facile. Okay. La zone inconnue, c'est ce que je ne sais pas de moi, que les autres ne savent pas de moi. On pourrait dire c'est l'inconscient, c'est en dehors du champ professionnel, on ne va pas s'en occuper. La zone qui est la zone cachée, entre guillemets, qui est un peu mon jardin secret, c'est ce que je sais de moi et que les autres ne savent pas de moi. On a intérêt à l'expliquer en tant que management assez facilement, mais c'est pas le sujet qui nous préoccupe maintenant. Le sujet qui nous intéresse maintenant, c'est ce qu'on appelle la zone d'ombre. C'est finalement ce que les autres savent de moi et que moi je ne sais pas forcément de moi-même. Souvent, c'est par exemple mes réactions sous stress. Donc, on a besoin que les autres nous fassent finalement du feedback pour nous dire comment on réagit dans certaines situations parce qu'on s'en rend pas compte. On va partir du principe qu'un collaborateur est un individu intelligent qui a un comportement rationnel. Mmh. Donc, s'il fait quelque chose dans le mauvais sens, c'est que forcément, en tout cas qui n'est pas satisfaisant pour nous, c'est que forcément il y a quelque chose qu'il y a encouragé ou dont il ne se rend pas compte. Donc, là-dessus, il y a 2 choses effectivement à faire. Il y a effectivement, lui faire du feedback, c'est lui dire, dans telle situation, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as produit comme action, voilà ce que ça produit comme résultat, et en quoi c'est non conforme, il faut qu'on en discute, qu'on comprenne pourquoi tu as fonctionné comme ça, etc. Donc ça, c'est l'exercice de feedback. Mmh. Et de l'autre côté, il y a quand même une logique de compréhension dans l'organisation, de dire, qu'est-ce qui le pousse à fonctionner de cette manière-là ? Typiquement, qu'est-ce que nous, on a pu faire en tant que manager pour l'encourager à fonctionner comme ça ? Et si on rebondit avec notre exemple de 5-7 feedback positif, si effectivement, par exemple, on lui a jamais dit ce qu'il faisait bien, pour le coup, il y a un moment où le collaborateur lui-même, il a peut-être l'impression que la marge d'autonomie qu'on lui a laissée, c'est logique qu'il prenne des décisions dans ce sens-là et que finalement, ça ne pose de problème à personne. Exactement, parce qu'on lui a jamais dit qu'il avait mal fait avant, donc forcément, il peut pas se dire qu'il fait mal maintenant puisqu'il a toujours fait comme ça. Exactement. Et de comprendre aussi qu'est-ce qui, nous, dans notre comportement ou dans l'organisation, l'amène à fonctionner de cette manière-là. C'est possible que, par exemple, il y a un cas d'une organisation que j'accompagnais il y a quelque temps où, en fait, ils survalorisaient la performance économique et ils sous-valorisaient la qualité, entre guillemets. C'est dans leur curseur entre qualité et rentabilité, ils tiraient, pour X raisons, ils tiraient sur la partie rentabilité. Et sur un des projets vis-à-vis d'un client, ils ont voulu renverser, entre guillemets, la barre parce que, voilà, il y avait une logique d'investissement, il fallait effectivement remonter le niveau de qualité, sauf qu'ils n'avaient pas eu d'échange avec le collaborateur qui pilotait le projet sur les grands enjeux, pour le coup, de ce projet-là. Lui a continué à appliquer la règle, entre guillemets, habituelle, avec un défaut, finalement, qui est un défaut de cadrage. Donc là, c'est pas tant du feedback au collaborateur qui dysfonctionne, c'est de comprendre de manière assez ouverte qu'est-ce qui amène le collaborateur à croire que le comportement qu'il adopte est le bon. Parce qu'en général, quand un collaborateur adopte un comportement, par définition, c'est qu'il pense globalement que c'est celui qui est adapté à la situation. Sinon, dans la plupart du temps, il ne le ferait pas. Exactement. C'est exactement ça. Le cadre. Exactement. On revient au cadre. Le cadre. Si on traitait un sujet de délégation, on dirait, finalement, est-ce qu'on a posé correctement le cadre ? C'est ça. Est-ce que tous ces éléments t'aident à y voir plus clair par rapport à la situation que tu rencontrais ? Oui. On arrive en fin de notre épisode. Est-ce qu'il te reste des questions ou est-ce que c'est limpide pour toi ? Non, pour moi, c'est suffisamment limpide. Il faut qu'on retravaille le cadre. Il faut qu'on applique et qu'on reprenne le temps avec le collaborateur justement pour bien comprendre ses attendus, pouvoir évoluer correctement avec lui et pouvoir continuer à construire et co-construire une relation saine et équilibrée autant pour les managers que pour le collaborateur finalement.
Super. Donc, dans un cas comme celui-là, on commence par aller regarder les leviers de motivation du collaborateur. C'est un bon indicateur. On vérifie qu'on a bien fait suffisamment de feedback au collaborateur et on se pose toujours la question de c'est quoi les éléments que nous, on a pu mettre en place qui ont encouragé finalement ce comportement de collaborateur. Tout à fait. Qu'est-ce que tu vas faire demain matin de tout ça? Eh ben, je vais en parler déjà en interne parce qu'on est une équipe de management. Donc, pour le coup, je vais en parler avec mes homologues et puis savoir comment on va appliquer tout ça et qui prend la main sur le sujet. Super. On est 3 à driver, donc forcément, il faut qu'il y en ait un qui prenne le sujet à bras-le-corps. Bien aligné. Super. Voilà. Merci infiniment de ton temps. Et merci à toi, Yannick. Et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.